Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission consacrée au cinéma au 7e art. Ce soir, on a l'honneur et le privilège d'accueillir un grand réalisateur qui est Ahmed Al-Rachdi. Bienvenue Ahmed Al-Rachdi, tu es invité de l'émission Le Grand Écran. Bien sûr, c'est tout un honneur pour nous. C'est un privilège aussi de vous accueillir, de parler de votre parcours, un parcours qui est jalonné de succès, de films, mais aussi de coproduction. J'ai un peu compté, j'ai trouvé que tu as fait quand même 53 ans de carrière. Hein. C'est pas mal. Hein. Je ne vais pas commenter ça. Non, mais quand même, c'est quand même important. Parce que tu as quand même réalisé plus de 14 films, coproduit 5 autres longs métrages à travers le monde. C'est quand même un parcours important pour un réalisateur. J'aurais pu faire plus, en fait. 14 films dans la vie d'un cinéaste, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais, mais il y a eu des temps d'arrêt, bien sûr. Il y a eu beaucoup de temps d'arrêt et il y a eu des changements. Le cinéma fonctionnait lorsqu'on le prend dans ces trois composantes, c'est-à-dire production, distribution, exploitation. Tout à fait. Là, il fait une espèce de cercle dans lequel on évolue et le cinéma vit de lui-même. Pour cela, il faut qu'il y ait des salles de cinéma et du public. Les deux sont plus ou moins absents actuellement. Et depuis déjà un moment, depuis à peu près une quinzaine d'années, les salles de cinéma ne fonctionnent presque plus. Tout à fait. On avait 500 salles. On a, je ne sais pas combien on en a maintenant, à part le réseau de la Cinémathèque, je crois qu'il n'y a pas plus de 40 salles en tout. Une cinquantaine en tout. Cinquantaine de réseaux de Cinémathèque compris. Ouais. Bon, c'est une avancée. Maintenant, il reste à faire revenir le public dans les salles de cinéma. Comment le faire revenir? Parce qu'il a le public algérien a, pour différentes causes, perdu l'habitude. s'est enfermé. Ouais. Et a trouvé le moyen de voir, malgré ça, 500 chaînes de télévision chez lui, et de voir aussi, de pouvoir acheter des films, les derniers films de l'histoire du cinéma mondial chez les marchands de DVD. Et il y a un avantage parce que le public a acquis une culture du cinéma qui fait qu'on ne peut plus lui faire des choses moins importantes que ce qu'il voit ailleurs. Parce qu'il commence à savoir ce que c'est le cinéma. Et donc, si le cinéma algérien n'a pas pu évoluer dans tout ça, et Inch'Allah, ça va reprendre. Le cinéma algérien est en train de se remettre sur rail. Sur rail, oui. Mais si on commence un petit peu à parler de ton parcours, bien sûr, la majorité de tes films sont consacrés à la Révolution. Tu as été formé justement dans la première cellule de cinéma du GPRA avec René Vauthier, et tu as connu un petit peu le terrain, comme on dit. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le cinéma révolutionnaire, il a sa place dans le cinéma mondial? En fait, le cinéma est toujours révolutionnaire, quel que soit le cinéma. Quand on parle de révolutionnaire, c'est-à-dire la révolution algérienne. S'est intéressé à la révolution algérienne, oui. Moi, j'en ai fait quelques-uns, pas assez à mon avis. Je trouvais que c'était un devoir de faire des films, de témoigner sur cette extraordinaire révolution de l'Algérie et du peuple algérien qui a conduit à notre libération et aussi à la libération du cinéma pour les Algériens. Je trouve que nous n'avons pas fait des choses qui sont à la hauteur de cette révolution extraordinaire. Moi, j'ai contribué un peu pour ce que j'ai pu. Aussi, au début, quand il y avait les moyens, on a fait quelques films qui sont devenus des films cultes du cinéma algérien, comme les films qui ont aussi apporté au cinéma universel quelque chose que découvrait le cinéma universel. Je ne sais pas, je cite le film de l'Akhdar, par exemple, Le Vent des Aurès, fait en 1965, qui était un chef-d'œuvre total et qui est un premier film du cinéma algérien. Et qui a été le premier film présenté au Festival de Cannes en 1966. Et il a eu la Caméra d'Or. Ouais. Ce qui s'appelle aujourd'hui la Caméra d'Or. Ce qui s'appelle maintenant... Ouais. Avant, c'était le prix de la première œuvre. Exactement, oui. Ouais. Le cinéma algérien, en quelques années aussi... parce que précisément s'intéressant à son histoire, à son vécu, à ce qui a fait que l'Algérie
a reconquis un certain nombre d'espaces d'expression. Je peux citer encore L'Akhdar Hamina, son film qui a eu après La Palme d'Or avec Chronique des années de Braise, et qui s'intéresse aussi à ces moments extraordinaires de l'histoire qui ont précédé la reconquête et la guerre de libération nationale. Moi-même, j'ai fait... En fait, mon premier film, je crois que je l'ai fait en 1963. Toi, tu es directeur de la Cinémathèque, tu dois savoir ça mieux que moi. Ah oui, oui. Effectivement, TBSA, les années zéro. Année zéro, je voulais montrer l'état de l'Algérie. J'appelais ça année zéro. C'est la première année après la Il y a un film, c'était l'Allemagne année zéro, qui parlait justement juste après la Seconde Guerre mondiale. Tu as à peu près fait la même chose en parlant de ton pays, quoi. D'état des lieux. Dans quel état des lieux nous avons trouvé le pays qui a été saccagé pendant les 132 ans de conquête coloniale et qui a été saccagé plus pendant la guerre d'Algérie parce qu'il y a eu une armada énorme, ce dont on ne l'évoque pas beaucoup. Il y a eu une armada de la 4e puissance militaire mondiale, qui est venue combattre la révolution algérienne avec les moyens de l'armada. Ils ont détruit 6000 villages, ça on a oublié de le faire, ça fait 6000 films à faire déjà. Chaque village a son film. A son histoire. A son histoire. À ses habitants, à ces gens qui sont morts sous les bombes, les bombardements. Et on revient toujours, quand on évoque ce genre de choses, à la célèbre phrase de Ben Mehdi, on lui a reproché les attentats qu'il commettait. Avec les bombes. Vos avions, nous vous donnons, vos bombardiers, nous vous donnons nos coups fins. Voilà, exactement. Quelles étaient justement les directives des autorités à l'époque, notamment du président Boumedienne dans les années 70, concernant le cinéma? C'était quelqu'un quand même qui favorisait l'émergence d'un cinéma nationaliste, révolutionnaire. En fait, je vais te raconter. Vous avez travaillé quand même très proche avec le ministre de l'Information à l'époque. Ben Yahya, oui, Ben Yahya et d'autres ministres de l'Information. Oui. Vers les années 70, L'Akhdar Hamina était directeur de l'EMPA, l'Office d'État qui s'occupait essentiellement de la couverture presse parce qu'on fabriquait chaque semaine un journal qui passait avant les films dans les salles de cinéma de toute l'Algérie. Et moi, j'étais directeur de l'ONCIC, l'Office national du cinéma algérien. Et un jour, nous avons demandé à voir le président, L'Akhdar et moi. Après quelques temps, il nous a reçus. Il en a parlé, moi, du cinéma. On a demandé à voir le président justement parce qu'on voulait savoir... Quelle était sa vision? Non, quelle était l'orientation? L'orientation, oui, surtout. Que l'État algérien voulait impulser au cinéma algérien naissant. Tout à fait. Et donc, il nous a reçus. C'était Majid Alam, qui était son directeur du protocole, nous a dit, vous avez 20 minutes avec le président, donc dites ce que vous avez à dire le plus possible, n'allez pas vous perdre dans les trucs, allez-y, parce qu'il est très pressé. L'Akhdar a fait un exposé qui a duré les 2 heures. À la fin, si Boumediene قالنا المرة الجاية نهضر هنا. يعني avant de partir, quelle est l'orientation générale qu'on pourrait impulser au cinéma algérien? Il a réfléchi ou عنده هذيك les moments de silence avec qui sont quelquefois effrayants. Il a réfléchi un bon moment. Vous voulez que je vous dise l'orientation du cinéma algérien? قلنا من فضلك هكذا نعرفوا احنا كيفاش نمشيو لمؤسسات الدولة هذا اللي رانا. قالنا شوفوا tout ce qui est bon pour l'Algérie, tout ce qui est bon pour l'Algérie est bon pour le cinéma algérien. يعني c'est une orientation un peu vague. Un peu vague. Mais qui voulait dire n'allez pas utiliser le cinéma algérien en dehors de la possibilité que ça serve l'Algérie indépendante. Tu vois, Même concernant les coproductions étrangères, on se souvient de l'épisode du film Z de Costa Gavras, quand vous vous êtes présenté au ministre et vous lui avez dit on veut faire un film. En fait, le ministre, c'était Mohamed Ben Yahya, qui était un ami de longue date.
Je lui ai remis le scénario Du film Z de du Costa film Costa, Z. Ouais. qui parlait de la coup d'État des colonels à Il l'époque. parlait de la révolution des La colonels révolution des colonels, oui. en Grèce. En Grèce, oui, bien sûr. Et Ben Yahya l'a lu, il m'a dit c'est un film qui parle d'un coup d'État. قلت له oui. قال لي comme nous. قلت له احنا c'est un تصحيح, c'est pas un coup d'État. تصحيح ثوري كنا نسموه تاع 65. تاع 65. قال لي انت مسؤول على السينما دبر راسك سي تاتوا تبرون لا ريسبونسابيلتي تحب ديرو تحب ما ديروش شوف انت ولا. قلت له كيفاش انت الوزير نورمالمون تعطيني لوريونتاسيون كوا. قال لي انت مدير السينما دبر حالك فيه. ولا قال لي شوف مع بومدين ستي لونغ استوار وصلنا السيناريو وصل لسي بومدين بار عبد المجيد Alahm aussi sans aucun espoir qu'il allait le lire et nous dire. Il m'a reçu quelques temps après pour me dire واش احمد تحب تدير فيلم على ثوره على انقلاب عسكري. قلت له في اليونان. قال لي ما تصوره هنا في الجزائر. قلت له بصح كلش يظهر باللي هذا اليونان. قال لي كلش يفهم باللي هذه الجزائر. يعني سيتي en fait à la fin il m'a dit شوف انت مدير سينما انا مدير الجزائر. قال لي خذ مسؤوليتك دير الفيلم اللي نجح سي موا سي l'Algérie. لا فشل انت تقبل هذا. قلت له نقبل. قال لي روح. Ouch, qu'est-ce qu'il vous a dit justement le président Boumediene quand vous a... بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Vous avez reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour Z de Costa Gavras, Justement, c'est l'histoire de ce film-là. Donc, bon, le qui film a finalement réussi. Le hein. film a réussi. On ne sait jamais quand un film va réussir ou pas, parce que sinon on ferait que ça. Oui. Personne. On a même, je ne sais pas, les Américains, les Russes, les gens, les grandes nations du cinéma ont fait des programmes informatiques pour savoir quel est le film qu'il faut faire. Tout à fait. C'est impossible. On ne peut pas savoir. Il y a un exemple qui illustre, si tu veux, les Américains, je crois que c'est Universal, a fait les parrains, les 3 parrains là, Oui. De Francis Ford Coppola. de Francis Ford Coppola. Et ils ont perdu beaucoup d'argent. Tout à Parce que fait, ça n'a ouais. pas marché autant qu'ils voulaient, et puis ça coûtait très cher. Avec Marlon Brando, il y a eu tout des à fait, arrêts, ouais. des problèmes. Pendant qu'ils faisaient les parrains, ils avaient un autre projet dans la même société qui s'appelait Love Story. C'était un petit film sur ouais. une histoire d'amour entre 2 personnes. Il a fait suffisamment d'argent pour sauver la société Universal et sauver Le film. le film. En fait, ils ont tourné le Parrain 1 et 2 en même temps. Hein. Oui, mais ils se sont pas Homa, parce que Homa, leur critère, c'est quand ils font un film, Ouais. ils comptent sur le marché américain essentiellement. Tout à fait, oui. Il sort sur le marché américain simultanément, quelquefois dans 200, 300, jusqu'à 2000 salles. Le dernier film, Hada Joker, est sorti simultanément, le même jour, à la même heure, dans 2000 salles aux États-Unis. Et cette technique, si tu veux, de gestion financière fait que le film, à sa première sortie, les Ou il gens marche ou il ne marche pas. vont en masse le voir. Bien sûr, Pour ouais. savoir, d'abord, il faut qu'ils Tout le à voient, fait. les gens. Ils ne laissent pas le temps aux critiques ou à l'opinion de se faire une idée sur le film. Ou de le détruire. Il s'amortit les 4 premières semaines. Le temps que le bouche à oreille fonctionne pour dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Donc, on revient à cette chose essentielle qui est le marché. Je veux dire, le cinéma coûte cher à faire. Et si on n'a pas de marché intérieur et extérieur, et des télévisions, par exemple, les chaînes de télévision doivent s'intéresser au film algérien et peut-être même qu'il faut l'imposer. L'imposer, oui. Par une loi, comme c'est fait en Europe, il y a une loi qui s'appelle la loi d'exception culturelle. Comme en France, par exemple. En Europe, il y a une loi. Oui, en Europe, mais surtout la France qui l'applique à fond, puisque chaque film doit être financé par Canal+. C'est une directive européenne, donc elle est obligée d'être appliquée. Et surtout les Allemands et les Français et les Italiens qui l'appliquent. Oui, parce que c'est essentiellement les pays de cinéma. Ouais. Ouais. La loi dit qu'il faut que chaque chaîne de télévision européenne réserve un espace de 40% de ses programmes cinéma à des programmes européens. Cette décision simple a fait que Canal+, qui n'est pas une chaîne de télévision, c'est un club, Canal+. C'est une chaîne qui n'est pas, c'est pas une chaîne généraliste. Canal+ avait l'obligation de programmer au moins 2 films par semaine. Par semaine, oui. Dont un film français, obligatoire. Ouais, tout à fait. Ça fait passer le cinéma, la production du cinéma en France de 30 films à 250 films. Ils produisent actuellement parce qu'il y a un marché. Ouais. Vous êtes donc favorable pour une coopération, une coproduction exclusive télévision et entreprise de cinéma? Pas seulement. Je pense que c'est plus que la coproduction. Il faut qu'il y ait obligation de la télévision à participer à la production. Mais est-ce que c'était le cas dans le passé? C'était le cas. C'était le cas. À l'époque de l'ONSIC, quand vous étiez DG? Absolument, absolument. On vendait les produits qui étaient produits pour le cinéma. Après une période d'exploitation dans le cinéma. Bien sûr, d'une année, je crois. Après une année, ouais. On cédait les droits à la télévision qui payait les droits des films algériens. Et ça lui procurait les seuls programmes algériens, si tu veux, qui sont faits en dehors de la télévision, en dehors de l'information. Et la plupart des films algériens ont eu leur grand succès parce qu'ils sont passés à la télévision. Actuellement aussi, d'ailleurs, c'est le film. D'ailleurs, votre film qui passe le plus à la télévision, c'est L'Opium et le bâton. L'Opium et le bâton. Qui reste votre chef-d'œuvre. Oui.
Il passe à l'occasion des fêtes nationales. Fête nationale de révolution. Ouais. Systématiquement, parce qu'on n'a pas fait assez de films pour qu'il y ait... C'est un acquis pour vous. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est comme le Mouloud et l'Aïd, on passe le Risala. Oui, Ali Moutouaqaf. Voilà, c'est resté ancré. C'est la bataille d'Alger. C'est une véritable concurrence entre la bataille d'Alger et l'Ompum el Bat en un certain temps. Je ne dirais pas ça, ce n'est pas une concurrence. Mais disons on a été absolument époustouflés de voir qu'à sa sortie, sa première sortie, le film a fait 2 millions de spectateurs. C'est-à-dire qu'il s'est amorti 3 fois pour le cinéma algérien. En plus, il continue à apparaître quasiment 4-5 fois par an sur les chaînes de télévision. Il continue à être piraté par les chaînes de télévision, je ne dis pas nationales, mais systématiques. L'Office des droits d'auteur m'a dit qu'il passe tous les films algériens Internet, mais qu'il s'obstine à ne pas vouloir payer les droits d'auteur. Est-ce que votre film L'Ompum et le Bâton est passé sur une télévision française, par exemple? Je ne crois pas. Non. Pourquoi? Crois pas. Alors qu'il y a deux stars françaises, du cinéma français, qui sont des têtes d'affiche dans votre film. Il est passé dans des circuits spécialisés. Dans des circuits spécialisés, voilà, dans la Cinémathèque, Cinéma d'art et par exemple, le Canal+ a acheté les droits du film de l'Akhdar Hamina. Ils sont pratiquement tous passés sur Canal+, mais pourquoi, par exemple, L'Ompum et le Bâton n'est pas passé sur Canal+? Parce qu'ils disent, les Français, ils nous disent toujours, il y a dans la guerre d'Algérie 2 belligérants, entre guillemets, ils disent ça. Et donc, il y a des morts des 2 côtés. Oui. Il faut que cet aspect-là apparaisse, d'une part, et il faut que le film soit fait de telle manière qu'il puisse être vu par la ménagère de 50 ans qui regarde le film en repassant. C'est-à-dire, ça veut dire reconnaître que Houma, aussi, ils ont souffert de la guerre d'Algérie, autant que nous avons souffert. Cette donnée est présente dans toutes nos approches de coproduction avec le cinéma français. Il y a toujours cette barrière qui dit qu'il faut reconnaître que... Vous êtes quand même le seul cinéaste algérien qui a fait un film co-réalisé avec un cinéaste français. Le film C'était la guerre, et qui a été diffusé sur une chaîne française, pas en Algérie en fait. En fait, c'était la meilleure approche possible. On cherchait un moyen de faire bouger la coproduction française, mais sur ces sujets-là. Tout à fait. Ils sont impliqués dans ça. Les faire bouger sur ça. Je sais pas, par exemple, on présenterait un film sur le 8 mai 45 à la France, ils ne l'accepteraient pas. Ils nous le disent. Ils m'écrivent pour dire nous avons des problèmes de sécurité publique. Et le problème ne dépend plus de nous, ministère de la Culture, ça dépend maintenant du ministère de l'Intérieur. Ce qui est, une manière en fait, je crois que pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'on fasse ce genre d'expérience à l'État. C'était la guerre. On prend un sujet, n'importe lequel, de la guerre d'Algérie, et chacun, de son côté, parle de cette guerre, comment elle s'est passée de chaque côté. Là, c'était une idée qui était venue dans une conversation entre Jean-Claude Carrière et le commandant Estienne. Ils ont vécu le même jour, le même moment, dans la même région d'Algérie, Flaouila. Tout à fait, oui. Et chacun a vécu l'événement qu'ils ont vu, chacun, comment il a vécu cet événement, le même événement. Ils ne se sont jamais rencontrés et ils ont écrit chacun un livre sur comment il a vécu cet événement. Nous avons trouvé qu'il serait très intéressant de faire justement avec ces 2 points de vue. Dans C'était la guerre, le point de vue des Français était... Ça a plu en France parce qu'on a eu le FIPA d'or. Hein, c'est pas rien, c'est la palme d'or du film, du film de télévision. On a eu le FIPA d'or dans une compétition où il y a 1200 films du monde entier. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui leur a plu, Houma? Ils ont montré ce qu'a vécu Jean-Claude Carrière lui-même quand il a été appelé, c'est-à-dire le scénariste, la guerre d'Algérie. Il a vécu, lui, comme secrétaire du colonel de ce coin dans la Wilaya 4.
où il a vu la guerre lui passer sous le nez. C'est-à-dire, ce n'était pas un baroudeur, c'était un truc, il faisait des opérations, comme ça, mais on a été accrochés quelquefois, mais pas, c'était pas très difficile parce c'était un peu un intellectuel, ils étaient protégés. Et leur film est axé essentiellement sur une conscience un peu soulager leur conscience. Dans la partie française, c'est une patrouille française qui tire sur une vache et qui tue la vache. Et ils ont des états d'âme parce que ils avaient plus de mauvaise conscience en tuant la vache qu'en massacrant les Algériens. Et ça apparaît nettement dans leur vie. De l'autre côté, c'est la vision du commandant Azdine, comment il a vécu ça. C'était un jeune moujahid qui rejoint le maquis et qui, lui, n'avait pas d'autre choix que de se battre les armes à la main pour survivre. Pour survivre et pour une cause, ce qui n'était pas le cas pour la France. Ce film a eu beaucoup de succès. Malheureusement, il n'a pas été autorisé à passer ici en Algérie. On ne comprend pas pourquoi. On leur propose de le passer maintenant. Peut-être tu pourrais le reprendre dans l'émission. Oui, oui. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Oui. Justement, je voudrais que tu rends un hommage un petit peu à Marie-Josinat qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Avant cela, on va montrer un extrait de L'Opium et le Bâton où tu l'as vraiment dirigé d'une manière extraordinaire. Marie-Josinat est une Algérienne à moitié. Son père est algérien, sa mère est corse. Et corse, oui. Oui. Elle a du sang méditerranéen. Elle a disons. pris des deux et son père est de Constantine. Elle a toujours souhaité, elle ne connaît pas trop l'histoire de son père. Son père, dit-elle, est mort pendant la guerre d'Algérie. Il est mort en Algérie du côté algérien. Elle n'a jamais voulu dire s'il est mort alors qu'il était soldat français ou s'il est mort du côté algérien. Nous, on a fait des recherches. On sait qu'il est mort du côté algérien, dans les maquis algériens. Ça l'a un peu titillé de l'intérieur, le fait que son père, même s'il a vécu toute sa vie en France, et qui, dans une famille française, avec une femme française, il y a quelque chose d'algérien en lui qu'il a. Tout à fait, oui. Et elle, quand on lui a proposé de faire le film, elle a lu le scénario, elle trouvait que c'était très intéressant, sauf qu'il y avait l'handicap de la langue. Bon, le cinéma n'a pas ce problème de langue parce que le cinéma. Tu l'as doublé en fait. Le cinéma est langage lui-même. Oui, tout à fait. Elle est arrivée, donc on a tourné le film à Eden du côté de Fort National. Elle est arrivée le premier jour de tournage, elle est arrivée directement sur le plateau. Elle avait une séquence avec Rouish, dont on la voit dans le film au début, où il l'interroge en la giflant. Le premier jour, il l'a giflé, mais alors vraiment giflé. Et il lui a enlevé, elle avait beaucoup de cheveux, il lui a enlevé une touffe de cheveux. Louana essaye de la bousculer un peu, mais comme on fait dans le cinéma. Et il l'a fait comme on fait dans la vie. Et elle m'a dit, ça commence bien. Elle a aimé de faire son entrée dans le film, si tu veux, par cette violence. Ça commence bien. Voilà, on fait un film sur la violence. Voilà, elle commence sur moi-même. Le fait de travailler avec des acteurs français de renommée comme Marie-Josinat, mais aussi Jean-Louis Trintignant, Oui. qui a été engagé, qui est un petit peu dans la cause algérienne. C'est un acquis aussi. Alors Jean-Louis Trintignant, je lui ai fait lire le scénario pendant qu'il était ici pour tourner Z. Oui, à l'époque, il a tourné, mais il a tourné dans Z, en fait. Oui, il a tourné. Le juge, je crois. Le juge, exactement. Oui. Et je lui ai fait lire aussi un livre d'un Français qui avait rejoint la guerre d'Algérie parce qu'il était objecteur de conscience, il ne supportait pas, si tu veux. Il y en a eu, il ne faut pas non plus, on ne le nie pas, nous, on le dit. Tout à fait, oui. On le dit, c'est pas... Ce Français s'appelle Noël Favrelière, il est toujours vivant. Il a écrit un livre qui s'appelle Le désert dans le sens désertion, à l'aube. Il raconte l'histoire qu'on raconte dans le film. Oui. Il a vu que 2 prisonniers algériens, Wahd a été jeté de l'hélicoptère, c'est celui qui a fait c'est Ali Lapointe. Oui, Brahim Hadjaj. Brahim Hadjaj.
Ou l'autre, l'hélicoptère devait revenir le prendre pour lui faire subir le même Le sort. même sort à Sidi Ali Kouirat. Et comme il était son gardien, encore un cas de conscience, il s'est dit, je vais essayer de le sauver, quoi. Il l'a aidé à fuir, et puis tout de suite après, 2 minutes après, il a pris conscience qu'il allait passer en cour martiale, qu'il allait, lui, être exécuté quasiment. Il a pris son arme et il est parti derrière lui. Bon, le reste de l'histoire est dans le film. Et j'ai demandé à Mouloud Maamri, quand on a fait le film, je lui ai dit, écoute, moi j'ai lu, j'ai même un ami qui s'appelle Noël Favrelière qui a écrit cette histoire-là. Comment elle a atterri, mais presque... Presque la même. Oui, la même. Lui, sauf le nom, il n'a pas mis le nom, mais bon, lui, comment elle a atterri dans le bouquin? Et il m'a dit d'abord, moi, le bouquin, je l'ai écrit avant cette histoire-là, avant l'apparition du bouquin. Quelqu'un lui a raconté cette histoire, quelqu'un qui a connu Noël Favrelière, avant même que Noël écrive son bouquin. Il lui a dit, voilà, il y a un Français qui a aidé un Moujahid à fuir, il a été récupéré par les Algériens. La Révolution, Noël Favrelière était un peintre, artiste peintre. La Révolution l'a envoyé continuer ses études aux États-Unis. Et on me l'a raconté, et je l'ai, comme ça, je n'ai pas lu le livre, mais c'est extraordinaire comment la voix de l'histoire de quelqu'un, l'histoire vraie de quelqu'un, avant même qu'elle ne soit publiée, a été racontée à un autre écrivain qui l'a mise dans son livre. Je me demandais maintenant si Noël Favrelière lui-même ne l'a pas lu sur le livre de Maamri. Tout à fait. Mais L'Embûme et le bâton reste un film phare dans ta filmographie. Après, tu as fait un break, comme on dit en anglais, et tu as fait de la production. Tu as donné la chance à un grand réalisateur arabe, Youssef Chahine, en le sauvant, puisque tu lui as donné l'occasion de faire un film qui lui a été interdit en Égypte à l'époque. C'était Le Moineau. Laisse-moi te montrer cette séquence qui montre Youssef Chahine parler justement de cette occasion que tu lui as offert. Ah, lui-même. Lui-même. C'est un document, ça. C'est un document, voilà, on regarde. D'un coup, le moineau était prêt, il était écrit, il était découpé. J'allais rentrer une semaine après. Et puis ils m'ont dit, non, khalas, on n'a plus envie de faire du cinéma parce qu'on perd beaucoup d'argent. Bien, alors moi, j'avais connu Rushdie. Je crois que c'était sur cette scène-là. Il avait donné une conférence, j'étais là. Il avait une sale gueule, il était maigre, il était sérieux, j'ai eu peur de lui. Et puis, quand j'étais coincé, finalement, je lui ai écrit un télégramme. Et je lui dis, bien, tout le monde m'a laissé tomber, qu'est-ce que je fais? Il m'envoie un télégramme, il me dit un mot. Il me dit, viens. Alors je suis venu et tout de suite on a commencé la première coproduction. Voilà, c'était Youssef Chahine qui disait que tu lui as envoyé un téléx où tu as mis un seul mot, viens. En fait, Youssef Chahine est en train de préparer donc le tournage du film L'Asfour, qu'il devait faire avec la Mouassasa de l'État. Je crois qu'ils avaient un centre national du cinéma qui produisait tout à fait, aussi. Il lui donnait une partie. Il a donc tout mis en œuvre, monté les décors, engagé... Il faut préciser que c'était avec, à l'époque, le président Nasser, ou Maître Nasser Jassadat. Oui, à l'époque de Nasser. Ouais. C'était à l'époque du président Nasser. Et quand Nasser est décédé, Sadat a refusé de le financer, en fait. Je crois qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur le scénario. Ils ont voulu changer des choses sur le scénario. Par exemple, les manifestations sur les ponts du Caire. Qui était magnifique, la scène. Hein. La scène est magnifique, oui. Et pour préparer tout ça, et engager, tu sais comment il est, Chahine, engagé, il a même un darour hanha باش يدير الفيلم. Donc il était vraiment dans une situation... Il m'a envoyé, lui, un télégramme à l'époque
dans lequel il me disait, voilà, sauve-moi, c'est un film sur la Palestine, j'ai tout mis, moi, pour servir la cause palestinienne. Et il n'y a que l'Algérie qui peut sauver ce film, la cause palestinienne. رجعت له un seul mot, à notre télégramme, قلت له viens. Il est venu, donc on a mis au point les choses et puis on a tourné le film, qui est un bon film sur le moment important, Nexa, ce qu'ils appelaient Nexa, c'est-à-dire la défaite, et qui aussi peut être considéré comme maintenant comme un moment de l'histoire qui a été... C'est un classique du cinéma arabe. Ouais. Je crois que Chahine, on a parlé souvent, lui-même qui parle de ça. Après ça, on a fait d'autres films avec Chahine. Le retour de l'enfant prodige, et puis Alexandrie, pourquoi Alexandrie, pourquoi justement, à l'époque, quand tu étais DG de l'ONSIC, tu as favorisé la coproduction avec les pays occidentaux, les pays arabes. C'était une politique qui était ancrée, était favorisée par l'État à l'époque. C'est la politique. Et l'ONSIC avait son poids, même à Cannes, dans les grands festivals. On jouait dans la cour des grands, comme on dit. Tout à fait. Parce que d'abord, on avait une puissance de production financière. On avait 450 salles. On avait déjà démontré que le cinéma algérien se faisait et était un bon cinéma différent par sa thématique, différente de ce qui se faisait ailleurs. Et puis montrer aussi cette Algérie qui est en train de revivre. Et le seul moyen pour ça, c'était d'avancer sur cette mécanique qui est faite, qui existe partout dans le monde, de la coproduction. La coproduction a au minimum deux avantages. C'est diminuer les coûts de la production, multiplier les marchés. Mais choisir, il faut choisir. Il ne faut pas le faire systématiquement pour faire n'importe quoi. L'Algérie offre une telle possibilité pour faire des films, il y a tout. L'Algérie, comme Dieu l'a créée, il y a tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a le Sahara, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'est un grand pays où il y avait la sécurité aussi, donc ce que cherchaient les gens absolument. Il fallait, par contre, trier dans ce qui nous était proposé parce qu'on voulait faire un cinéma qui était un peu plus engagé sur les questions humaines, sur les combats des peuples. C'était la place qu'il fallait prendre. Et on nous proposait quasi systématiquement ce genre de choses. On a coproduit avec la France, avec l'Italie, avec les États-Unis, avec l'Égypte, avec le Sénégal, avec beaucoup de pays arabes, avec le Liban. Mais il y a un film que vous n'avez pas coproduit, est-ce que vous regrettez? Risala de Mustafa Al-Aqad. Parce que Mustafa Al-Aqad est venu te voir, il t'a proposé justement de coproduire le film quand le tournage a été stoppé au Maroc. Non, en fait, nous avons... Mustafa Aqad est venu nous voir quand on était à Los Angeles pour la cérémonie de l'Oscar. Il en a parlé dans un reportage, effectivement, quand vous avez reçu l'Oscar. Il nous a vu à la télévision, une délégation algérienne qui allait... Tout à fait, il est venu vous attendre des heures à l'hôtel. Il est venu à l'hôtel nous attendre pour dire « Je suis syrien vivant ici depuis 17 ans, ça me fait un grand plaisir de voir des Algériens, des Arabes arriver jusqu'à l'Oscar. Et si vous avez l'Oscar, permettez-moi de vous accompagner un peu parce que jamais il n'a été invité au truc de l'Oscar. Tout le temps, donc il avait une petite voiture un peu... Il nous baladait, il restait avec nous jusqu'à ce que la cérémonie de l'Oscar. Et je me rappelle même qu'il m'a écrit le discours que je devais prononcer au cas où... En anglais. En anglais, oui. Au cas où on a eu l'Oscar. Bon, on a eu l'Oscar, l'histoire de l'Oscar, c'est une autre affaire. Et puis, il m'a parlé tout le temps, donc tous les jours où on était là, il m'a parlé de son projet, il me l'a donné à lire, Risale Hadi. Et quand je suis revenu ici, je l'ai ramené avec moi, جبته معي من لوس أنجلوس. قعد هنا في l'hôtel الجزائر سان جورج à l'époque 3 أشهر. Ah, quand même. Ouais. Et j'ai donné évidemment le scénario au ministre de la Culture. Le ministre de la Culture a changé, c'est devenu Ahmed Talb Ibrahim. Talb Ibrahimi يعني شهادة للتاريخ هذه parce que الواحد était de rares ministres qui lisaient les scénarios. Tous les scénarios qu'on lui proposait. Il les lisait et il nous faisait un rapport de lecture écrit. D'accord. Il nous a dit, film sur Risala, moi je suis là, bien sûr, évidemment, mais à 2 conditions.
C'était lesquelles les conditions? C'est que le scénario soit avalisé par Jamal Azhar, première condition, Ce qu'il a obtenu plus tard. et avalisé par Rabt al-Islamiyya, fi Lahore. D'accord. On a été donc, Akkad et moi-même, le Jamal Azhar, pour avaliser le scénario page par page. Il a dit, Et il a obtenu ça. il a obtenu ça. Et Lahore, on a été aussi pour le faire avaliser page par page par le Jamal al-Islamiyya. Donc on avait ces trucs qu'on Tout à demandait. fait. Donc on a commencé ici à faire la préparation du film. Donc la préparation, c'est quand même à commencer ici. Hein. On a même commencé à mettre un peu la main au décor parce qu'il devait tourner à Abu Saïda. On allait construire la Mecque à Abu Saïda et on a avancé dans le film. Houaja avec ses associés, etc. Il avait un associé koweïtien. Il à avait un l'époque. associé koweïtien et un autre. Libyen. Non, un autre saoudi. Khashoggi. Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi, بالضبط. Et nous sommes arrivés à un moment où il fallait signer un contrat, je veux dire, de coproduction. Donc il a fait venir ses associés. Nous, on a organisé une cérémonie pour la signature de contrat. Au moment de la signature, on avait un budget pour le film qui était, je crois, évalué à 17 millions de dollars pour le film. Tout à fait, oui. Qui j'ai signé au Ghana 17 millions de dollars pour le film et 17 millions de dollars pour moi, pour l'idée que j'ai. Mais c'est pas, on ne peut pas payer 17 millions de dollars pour le film. Sauf si le film fait 17 milliards de recettes, 170 milliards. Il y a une chance le film de se faire. On ne s'est pas mis d'accord sur ça. Il est parti, disons, avec tout cet acquis qu'on avait de développement du projet. Il est parti en Libye, pas au Maroc. Il est parti en Libye avec un autre sujet que je lui ai donné, qu'avait acheté l'ONSIC en chargeant un écrivain syrien spécialiste de Omar al-Mukhtar, le héros libyen. Oui. Je me souviens du nom de ce Lies Moqdsi, il s'appelait. Il nous a écrit un scénario qu'on lui a payé, nous on sait, parce qu'on voulait faire un film. Donc le scénario d'Omar al-Mukhtar, c'est un scénario qui appartient à l'Algérie, État algérien. À l'État algérien. Il l'avait acheté, oui. Oui. Personne n'avait l'idée de ça en dehors de l'Algérie. Le scénario existe, l'écrivain qui l'a écrit existe toujours, donc on peut. Mais comment on va pas charger. Est-ce que vous avez entrepris des mesures plus tard pour justement récupérer les droits du scénario? On a essayé, pour cela il fallait aller devant des tribunaux et faire flancher le projet sur Omar al-Mukhtar. On a préféré attendre qu'il y ait plus de raisons, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait le film Ils ont fait le film avec Kadhafi à l'époque. Avec Kadhafi. Avant, donc pour le film Risala, après son voyage en Libye, il a été au Maroc. Il a commencé le tournage au Maroc. Il semble qu'il lui aurait offert des moyens financiers plus importants, mais ce n'est pas vrai, donc disent les Marocains de maintenant. Et ils ne se sont pas entendus d'accord, il est reparti en Libye. Il y a une longue histoire pour ça aussi, pour faire venir le matériel des États-Unis. Ils ont loué un bateau dans lequel il y avait les décors, le matériel de cinéma, les trucs, tout ça qui a coulé. L'assurance, enfin, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais. Justement, tu as travaillé avec l'Arabie Saoudite, tu as été co-scénariste dans le premier film de cinéma saoudien, oui, avec Abdallah Mohsen. Al-Muhaysni, oui. Mohseni, Dalal al-Samt. C'est un film que tu devrais prendre aussi parce que c'est un super film. Qui est un film très dur. Très dur, très dur. Sur les Saoudiens, les Saoudiens ne le reconnaissent en disant ça. Ça n'a pas été tourné en Arabie Saoudite quand même. Non, bien sûr. Non. Bien sûr, ouais, parce que le thème est sensible. On l'a tourné en Syrie. En Syrie, oui. Les Saoudiens disent que c'est un film plus algérien que saoudien. Et il aborde un film tourné en 2006. Sujet très délicat, c'est que celui de la position des intellectuels arabes. Tout à fait. Par rapport aux dirigeants arabes. Et c'est très intéressant. Ça aussi, c'est un film que je tiens à ta disposition. C'est un film à voir. Ça aussi, c'est un film à montrer, oui. Ouais. Il y a des acteurs algériens aussi dedans. On va conclure un petit peu avec tes derniers films. Déjà? Oui, c'est presque 1 heure, hein, ça passe vite. Tu as
Les 4 derniers films que tu as faits, c'est des films sur la Révolution. Après une période de décennie noire, le cinéma algérien a vu la fermeture de plusieurs entreprises cinématographiques, dont l'ONC, le CAIC Ouais, par ouais. la suite. Ça a été un petit peu la descente aux enfers du cinéma, puisqu'on a perdu les entreprises productrices. Après, début 2000, ou plutôt 2008-2007, avec le retour un petit peu des financements sur le cinéma, on a vu une nouvelle politique cinématographique et le renforcement de la production sur les films de la Révolution, aidé par le ministère des Moudjahidines et le ministère de la Culture. Cette période, est-ce que tu penses que c'est une période de renaissance du cinéma algérien après la décennie noire? C'est une période qui a permis au cinéma algérien de se remettre un peu à genoux. Il est plus par terre. Le cinéma algérien Oui. commençait à être à genoux et commençait à s'intéresser à l'histoire de l'Algérie sous une autre direction. La première, c'était un seul héros, le peuple. Tout à Zéro fait. film, on ne savait pas qui. On faisait que des films où il n'y avait pas de héros. Je sais pas, il n'y a aucun héros dans le film de l'Opium et le bâton. Ou là, Il y a des héros, mais ils sont anonymes. C'est le peuple qui est le. C'est l'ensemble du peuple qui avait. C'est comme même le film La fonction- bataille d'Alger, malgré qu'il y a des héros visibles. Hein, Oui, oui, même la bataille d'Alger. Oui, la fonction héroïque n'était pas attribuée attribués à Ali Lapointe à ou un quelqu'un rôle. d'autre. Oui, tout à fait. Oui. Le temps a été venu de mettre en valeur Les chefs historiques. au moins les chefs historiques. Il y en a des centaines. Hein, c'est pas Tout à seulement fait, tout à fait. Et il ne peut pas y avoir de révolution sans chef historique. C'est celui qui, le premier, la révolution algérienne. On oublie souvent qu'elle est partie avec 22 personnes en colère. Hein. C'est la réunion de juin 54. 22 personnes en colère, militants du mouvement national, qui ont dit ça suffit. Et militants et recherchés, tous dans un état recherché par les Français à cause de la tentative de début de la Révolution de 1950. Et ceux de l'Ouest étaient cachés à l'Est, ceux de l'Est étaient cachés à l'Ouest. L'idée extraordinaire, c'est il y a eu un moment comme ça dans le mouvement national, c'est-à-dire dans le parti le plus important, PPA-MTLD, où il y a eu une scission. Il s'est dit cassé en deux, une partie messaliste et une partie l'autre partie c'est Tu es Falan. non, pas encore. Tu parles Il n'y avait pas encore le PPA-MTLD à l'époque. non, le PPA-MTLD s'est coupé en deux. Coupé en deux. Hein. Il y avait une partie qui était proche des idées de Messali et une partie qui s'appelait les centralistes, Al-Markaziyu, qui étaient, eux, pour une autre approche de la révolution algérienne. Justement, il y a une scène culte dans ton film Ben Boulaïd qui montre pour la première fois deux chefs historiques, disons un chef historique et un chef du mouvement de libération, du militantisme à l'époque. C'est Messali El-Hadj et Mustafa Ben Boulaïd. On va regarder cette scène et on va commenter après comment s'est faite cette scène. D'accord. Très culte de ton film Ben Boulaïd, c'était la première fois qu'on voyait Messali El-Hadj dans un film algérien. C'était pour toi difficile justement d'illustrer cette scène? C'était une exigence de Karim Belkacem. Il y a eu donc la réunion des 22 qui ont désigné comme comité directeur les 6. Oui. Les 6 فيهم معروفين. Les 6 c'est Ben Boulaïd, Ben Mehdi, Didouche Mourad, Bouviaf, Bitat et Krim. Et Krim qui représentait Messali El-Hadj dans la région de la Kabylie. On le montre dans la séquence précédente, c'est-à-dire que Krim, il faut on règle ça. Il faut qu'on aille proposer la direction de ça à Messali El-Hadj. Et ils ont chargé Messali El-Hadj d'aller voir Messali El-Hadj à Niort, en France. Messali El-Hadj était en résidence surveillée à Niort. راح له donc pour lui dire انت كيما كنت انت زعيمنا في النضال تمنينا تكون انت قائدنا في الثوره
قال له كيف نكون قايدكم انتم تقروا على الثوره وقتاش من ثوره؟ قال له الثوره راح نفجروها. كيفاش تفجروا الثوره بلا ما صالح الحاج؟ Il y a eu cette histoire vraie. C'est là où il y a eu la. Mot Disons, pour mot, ouais. les mots qu'on dit, parce que ça, c'est des choses importantes. Oui, qu'on bien sûr. fasse. Ouais. C'est inscrit dans l'histoire. Oui, il faut que ce soit les mêmes mots qui ont été dits donc, par Moussal El-Haj et ceux par. Là, on commence à voir la dislocation, si tu veux, entre le mouvement national Nationaliste, ouais. et cette chose nouvelle qui a été créée par les six, qui est le FLN. Le FLN, c'est un front de libération nationale, c'est-à-dire un parti des partis. Ce n'était pas un parti. C'était le parti où allait chaque Algérien qui voulait rejoindre la révolution, à titre individuel, rejoindre ce front pour une chose précise et rien de plus, l'indépendance nationale. من بعد نفهموا في الحزب شكون يكون حزب وشكون ما يكونش وشكون يكون زعيم. Mais Ahmed, sur le plan cinématographique, c'était la première fois qu'on voyait Messal El Hadj et même Mustapha Boumboulaïd dans un film cinématographique. Est-ce que c'était une volonté, un changement? Tu penses que dans la politique du cinéma sur la Révolution, de immortaliser sur une bobine les chefs historiques, même les chefs nationalistes qui étaient en désaccord avec le FNL à l'époque, comme Salih El-Hadj, parce que il était pratiquement interdit d'en parler dans des colloques, dans des conférences, et même encore pire dans un film. Jusqu'à là, c'était El-Hadj était le zaïm incontestable par tout le monde. Ouais. Il était le zaïm, et il l'était vraiment, hein, c'était pas rien. La révolution arrivait à une rupture. Rien ne pouvait être réglé par la démarche du mouvement national, c'est-à-dire négocier, peut-être accepter une indépendance interne, des étapes sans aller à la révolution, des petites choses. Les Français, en contrepartie, proposaient quelque chose comme le plan de Constantine, des choses comme ça ils ne voulaient pas. Pour eux, la France considérait que l'Algérie était une partie intégrante du territoire français. Ils ne voulaient pas lâcher l'Algérie. Et la rupture, c'était, il n'y a plus moyen surtout après mai 1945. La France a démontré, après mai 1945, malgré les promesses qui ont été faites par le général de Gaulle dans le discours de Brazzaville, où il demandait aux Algériens de se battre